porte sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, comme vous l'avez deviné au vu de la présentation de mes partenaires. Oui. Ouais, ça défile, ouais. Donc, les MDPH, une petite présentation très sommaire de la MDPH pour voilà, situer le contexte. Donc, dans le PowerPoint, je vous ai mis une petite slide sur la loi du 11 février 2005 qui est à la base de la création des MDPH et de la scolarisation, enfin du cadre de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Donc là, la définition du handicap que je vous laisse enfin, que je peux vous lire, donc elle constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc voilà, c'est par rapport à cette définition que nous faisons des reconnaissances de situation de handicap et après que nous mettons des taux. Donc, des éléments aussi sur l'accessibilité et la compensation, bien comprendre que d'abord, avant tout, il y a le droit commun et les questions d'accessibilité, et petit à petit, selon l'évolution des difficultés et des troubles, on va plus aller dans la compensation parce que l'accessibilité ne suffit pas, et donc c'est là que la MDPH prend le relais avec toutes les mesures de compensation possibles, notamment des compensations de scolarité. Donc, voilà, petit focus sur la MDPH en soi, donc Maison départementale des personnes handicapées. C'est ce que je disais, ça a été créé suite à la loi du 11 février 2005. C'est un groupement d'intérêt public présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. Donc, nous, notre présidente, c'est Madame Lamia El Harraj. La MDPH référente, donc c'est bien celle du lieu où on habite, donc les personnes résidant ayant un justificatif de domicile sur Paris, même si, enfin voilà, après il y a des gens qui sont par exemple scolarisés dans d'autres départements, c'est vraiment le lieu d'habitation qui vaut. Et inversement, si les personnes habitent ailleurs mais sont scolarisées sur Paris, par contre, elles relèvent de la MDPH, de leur lieu d'habitation. Voilà. Des fois, ça peut être confus, mais c'est bien comme ça. La gouvernance et le pilotage de la MDPH associent donc les partenaires institutionnels et les associations représentant les personnes en situation de handicap. Donc là, vous avez 2 partenaires avec moi. Et il faut savoir qu'on a beaucoup de partenaires différents et aussi des associations voilà, qui notamment siègent en CDAPH, notre commission qui prend les décisions pour attribuer des droits. Et donc, nous, on ne finance pas. On ne finance pas du tout les prestations, on ne met pas en œuvre, on attribue des droits que nos partenaires, les autorités de tutelle et les différentes administrations mettent en œuvre. Par exemple, donc l'éducation nationale qui va mettre en œuvre les AESH, le matériel pédagogique adapté, affecté dans les dispositifs vers lesquels on oriente. Et la CAF, par exemple, qui va verser les allocations financières. Donc, les différentes missions des MDPH, voilà, de l'information, de l'accueil et de l'écoute. Il y aura une petite slide pour préciser les modalités d'accueil de la MDPH qui vont changer récemment. Donc, un pôle d'instruction des dossiers, donc tout ce qui va être enregistrement et passage en CDAPH. L'évaluation, donc le pôle évaluation, les décisions, donc c'est de nouveau le pôle d'instruction des droits, le suivi des décisions, c'est-à-dire l'envoi des notifications, et de la médiation et de la conciliation, bien sûr. Alors je suis désolée, j'ai l'impression que le PowerPoint va aller plus vite que moi, donc j'essaye de réguler. Donc je vous ai mis un petit organigramme de la MDPH pour que vous ayez une idée de comment est construit un petit peu le système. Je vous laisse le regarder quand on vous enverra le PowerPoint. Donc là, on arrive au cœur du sujet concernant la scolarité. Donc, on a environ 16 000 enfants jeunes parisiens qui bénéficient d'un aménagement du parcours de scolarisation et donc d'une reconnaissance du handicap. Donc ces enfants-là ont des notifications et parmi ceux-là, on essaye de rédiger le plus de projets personnalisés de scolarisation possible, donc ce qu'on appelle des PPS, pour essayer d'éviter les abréviations. Et donc, en ce moment, on est à peu près à 1500, voire 2000. On
on évolue chaque année. Mais voilà, on essaye d'en faire le plus possible, sachant que le PPS, c'est juste un document formalisé avec les décisions ou les propositions et un peu plus de détails sur les aménagements à mettre en place et les compensations dont l'enfant doit bénéficier. Donc les autres, ce sont donc les notifications de décision de la CDAPH qui valent pour PPS avec le fameux GEVASCO, on y reviendra tout à l'heure, mais le document qui est au cœur de l'évaluation. J'entends des bruits. Est-ce que quelqu'un veut me dire quelque chose ou... Je ne vois pas. Je ne vois pas le... Non, c'est bon. Donc, pour reprendre, plus de 14 000 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés dans le milieu ordinaire. Quand on parle du milieu ordinaire, c'est vraiment un établissement scolaire. Donc, on va inclure dedans les enfants qui sont en dispositif ULIS ou en SECPA. Et il y en a environ 2000 en établissements médico-sociaux, donc tout ce qui va être IME, donc Institut médico-éducatif, ITEP, IEM, Institut d'éducation motrice, ou des établissements sanitaires comme les hôpitaux de jour, donc dans une unité d'enseignement, puisque tout établissement médico-social ou sanitaire, normalement, a une unité d'enseignement avec un enseignant mis à disposition par l'Éducation nationale pour répondre à l'obligation scolaire de moins de 16 ans. Les enfants de moins de 16 ans, je vous laisse compléter. Une petite précision sur ces chiffres. 12 000 élèves scolarisés en établissement ordinaire pour 2000 dans le champ de ce qu'on appelait encore il y a peu l'enseignement spécialisé, ou en tout cas au sein d'unités d'enseignement. Ça veut dire que l'essentiel, et je voulais insister là-dessus, l'essentiel des élèves en situation de handicap aujourd'hui sont bien présents dans les établissements scolaires. Ce qui veut dire que d'un point de vue quantitatif, alors, pardonnez-nous, nous entendons, en fait, certains d'entre vous ont dû laisser vos micros. Est-ce que vous auriez la gentillesse de les éteindre, s'il vous plaît? Donc, ce qui veut dire, hein, j'en reviens aux aspects quantitatifs, qu'aujourd'hui, les élèves handicapés sont bien scolarisés dans les écoles. Effectivement, c'est une précision importante. Et donc, pour cette scolarisation, il y a différents droits qui sont attribués. On va y revenir plus tard, mais en tout cas, parmi les attributions, les compensations phares, bien sûr, vous connaissez tous les accompagnants d'enfants en situation de handicap, les AESH. Et donc, actuellement, sur Paris, il y a plus de 10 000 élèves qui bénéficient d'un droit d'accompagnement. Alors, on a des difficultés à recruter exactement, mais voilà, les chiffres du recrutement du rectorat d'AESH sont à peu près concordantes pour arriver à peu près à ce chiffre. Donc, sachant, on y reviendra, les différentes modalités d'accompagnement. Donc, côté éducation nationale, bien. Donc, il y a 59 enseignants référents, donc on appelle des RV à Paris à la rentrée 2025, et chaque référent suit environ 250 situations d'élèves. Voilà, donc c'est nos partenaires voilà, privilégiés pour qu'ils font le lien en fait entre les écoles, les familles, les équipes soignantes et les évaluateurs de la MDPH, qui sont donc 8,5. Ils sont enseignants, j'ai des enseignantes, d'ailleurs, on n'est que une population féminine, enseignante et 2 psychologues. Et donc, chacune travaille à peu près avec 8 enseignants référents quand elles sont à temps plein. On a aussi la chance d'avoir des médecins scolaires sur Paris, donc 2 médecins scolaires premier degré, qui sont 1,5 temps plein, et une médecin second degré. Et nous avons aussi une infirmière et une médecin généraliste rattachée. Voilà, ça fait du monde. Mais pour tout ça, pour à peu près 16 000 jeunes, voilà, on ne s'ennuie pas. Ah bah voilà, là, j'arrive plus à passer. Tout à l'heure, ça passait trop vite, et maintenant. Donc, présentation des solutions mobilisables en amont de la MDPH par l'Éducation nationale. C'est Madame Adi qui va le faire. Hop. Alors, là, vous voyez les réponses qui sont proposées en fonction des besoins identifiés des élèves. Donc, pour les élèves allophones, hein, à besoins éducatifs particuliers, des dispositifs que vous connaissez sans doute, les UPE2SA, donc qui sont, comment dirais-je, des dispositifs d'accueil transitoires pour des enfants qui ne maîtrisent pas la langue française et qui ont évidemment, dans une perspective inclusive, très rapidement vocation à regagner une classe ordinaire.
Pour les élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage dans leur parcours, donc encore un acronyme, désolé, le RASED, un réseau De nouveau, Madame Ali. alors, sur la formalisation des aides, hein, on parle de plans, donc il en existe 4. Pour les enfants qui nécessitent un traitement médical, hein, typiquement, vous le savez, des enfants qui auraient besoin de prendre de la ventoline, qui auraient besoin comment dirais-je, d'un pique-nique particulier parce qu'en sortie, voilà, intolérance alimentaire. Donc, on met en place ce qu'on appelle un PAI, qui est signé par le médecin scolaire, les parents, la direction d'école et le personnel évidemment périscolaire. Hein. Donc ce PAI, chaque année, permet de formaliser l'aide médicale dont l'enfant va avoir besoin, d'où la nécessité évidemment d'impliquer un médecin. Ensuite, lorsque l'élève, là je vais en diagonale vers le PAP, est un élève identifié comme ayant des troubles des apprentissages, donc typiquement ce qu'on appelle les enfants 10, hein, qu'on essaie de repérer, de dépister maintenant de façon assez précoce. L'école est censée, je dis bien est censée, parce que pour être tout à fait honnête, à Paris, nous ne sommes pas encore très avancés sur cette rédaction des PAP. Donc, nous mettons en place des plans d'accompagnement personnalisés qui sont la formalisation, là encore, par le menu de tous les aménagements que l'école, l'enseignant met en place pour permettre à l'élève d'apprendre et de progresser en tenant compte de ses empêchements et de ses difficultés, mais aussi de ses potentialités. Donc PAP, et je précise que le PAP ne nécessite pas de reconnaissance de handicap. Le PAP est mis en place par une équipe éducative impliquant le médecin de santé scolaire et puis toute l'équipe éducative, pédagogique de l'école. Il est signé chaque année, évidemment, avec la famille. Alors, je vois qu'il y a juste une petite question sur le SAPAD et Madame Adi étant spécialiste de la question. Oui. Du coup. Alors, je termine juste sur les plans et je réponds sur le SAPAD. Ensuite, lorsque l'élève est en difficulté scolaire, mais qui ne relève pas de troubles des apprentissages, sachant que pour qu'il y ait troubles des apprentissages, il faut un diagnostic médical. Lorsqu'on est dans la simple difficulté scolaire, l'enseignant est censé, là encore, formaliser, pardonnez-moi, ça va être, je pense, le verbe de la matinée pour moi, un document qui précise la façon dont l'enseignant va se fixer des objectifs pour remédier à la difficulté constatée de l'élève. Et dans ce cas-là, l'enseignant met en place un PPRE, donc un programme personnalisé de réussite éducative. Et donc ce PPRE décline par le menu les activités, les aides qui vont être mises en place pour que l'enfant progresse. Le PPRE, on en fait aussi d'évolution à la famille et on en fait aussi d'évolution à l'élève, hein, pour qu'il sache aussi ce que l'enseignant vise avec lui. Lorsque l'élève est reconnu en situation de handicap par la MDPH, est alors construit, élaboré ce qu'on appelle le PPS, le projet personnalisé de scolarisation, qui est donc un triptyque éducatif, pédagogique, thérapeutique, qui décline tous les aménagements mis en place en faveur de l'élève en situation de handicap. Voilà pour ces 4 plans qui sont, du point de vue institutionnel, réglementaire, hein, ce qui doit être mis en place pour répondre aux besoins éducatifs particuliers. Alors, pour répondre maintenant à la question sur le... Je vous coupe. Il y a Madame Martin qui nous fait un partage et je ne comprends pas parce que du coup, je pense que ça enlève le nôtre. Donc, si Madame Anne-Marie Martin pouvait ne pas partager comment apporter une archive PST, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'affiche à l'écran. Donc, à chaque fois, je remets notre PowerPoint, mais ce serait dommage que du coup, on n'ait plus l'image. Voilà, donc. Alors, pour répondre à la question concernant le SAPAD, hein, vous dites à juste titre que le service n'est pas connu par les familles et vous avez bien raison. Et non seulement il n'est pas assez connu par les familles, mais il n'est pas non plus assez connu des établissements scolaires. C'est-à-dire que le SAPAD, il est très bien connu malheureusement des parents lorsque un diagnostic tombe. Hein. Typiquement, vous savez qu'à Paris, nous avons des grands hôpitaux pour enfants, hein, Trousseau, Necker, Debré,
qui accueille des enfants parisiens d'Île-de-France, de toute la France, voire de beaucoup plus loin. Et lorsque l'enfant est malade, effectivement, là, le SAPAD est déclenché et on le connaît très bien. Lorsque la maladie chronique ou en tout cas somatique est diagnostiquée. En revanche, vous avez raison pour la souffrance psychique. Hein, là, ça n'est pas assez connu. Depuis 2024 a été l'année de la santé mentale, donc il se trouve que là, on essaie de beaucoup communiquer sur les services du rectorat qui existent en faveur des enfants qui sont dans ces situations-là, notamment des collégiens et lycéens, pour lesquels on essaie de trouver de plus en plus de réponses, parce que je dois vous dire qu'à Paris, mais comme ailleurs, hein, ces situations de détresse psychique d'adolescents, elles ont augmenté de façon exponentielle. Donc il y a un gros travail qui a été mis en place depuis quelques années par le service de santé scolaire du rectorat de Paris et le service de l'école inclusive, donc qui est en charge du pilotage de ces dispositifs d'accompagnement à domicile. Donc on va sur le site du rectorat développer une communication en ce sens, puisqu'on est en train de développer les dispositifs. C'est pas le sujet du matin, je m'y appesantis pas, mais en tout cas pour moi c'est un gros sujet de travail, encore une fois avec la médecine scolaire. Et sur le site du rectorat, on va développer un onglet qui présentera les différents dispositifs parisiens en faveur de ces jeunes. Et puis, nous allons communiquer, là, on l'a fait déjà auprès de tous les médecins de santé scolaire parisiens, toutes les infirmières, mais il faut aussi qu'on puisse travailler auprès de nos partenaires de la ville et de la MDPH, et ça, c'est en cours. Et donc, merci Justine. Je vois que dans le chat, vous avez un des onglets, je pense, présentant le SAPAD. Et donc, dispositif national de SAPAD? Oui, mais pas aussi bien doté partout en France qu'à Paris. Nous avons aussi un autre dispositif là en contrat d'association qui s'appelle Votre école chez vous, qui fonctionne à peu près sur le même mode, mais qui peut suivre les élèves au domicile beaucoup plus longtemps. Et là, en cette rentrée, on développe en partenariat avec les PEP 75, la ville de Paris, DASCO et Direction de santé publique, un dispositif partenarial qui est un lieu d'accueil transitoire pour ces jeunes hein, qui ne peuvent plus retourner dans leur établissement scolaire, qu'on a appelé la parenthèse et qui a vocation à accueillir sur quelques semaines ces jeunes en tout petit groupe avec vraiment des médiations très spécifiques pour leur permettre de façon transitoire de retourner en tout cas d'être accompagnés en petits groupes en vue de pouvoir regagner leur établissement scolaire. Donc un lieu de répit qui s'appelle la parenthèse. Alors, on essaye de répondre, hein, vous avez vu au fur et à mesure dans le chat à vos questions. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura une foire aux questions où on répondra à vos questions et des fois, quand il nous reste un peu de temps à la fin, éventuellement, on regardera. Donc là, Madame Adi vous a détaillé. Hein, là, on avait fait des slides un peu plus détaillés, mais Madame Adi vient de vous en parler, donc je les passe. Et donc, on arrive à la MDPH. Donc, Madame Adi vous a parlé du PPS. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on arrive vers la maison départementale des personnes handicapées. Donc, ce sont des aides et des adaptations qui font l'objet du fameux plan personnalisé projet personnalisé de scolarisation pour permettre à un élève de progresser et de ne pas accumuler un décalage dans les apprentissages. Et c'est là que les équipes souvent éducatives, les équipes soignantes, lors d'une fameuse équipe éducative, commencent à aborder la question du handicap avec la famille. C'est pas toujours simple. On sait qu'il y a une temporalité aussi. Voilà, il y a des fois plusieurs réunions qui sont nécessaires hein, pour que tout le monde puisse se parler et que les familles puissent entendre qu'on est au-delà de la difficulté scolaire et que c'est le handicap qui va devoir être reconnu. Donc, je vous parlais de l'équipe éducative. Donc, elle est composée donc, de personnes auquel incombe la responsabilité éducative d'une élève et donc doit permettre de poser, d'analyser la situation personnelle de l'élève en croisant les regards, donc c'est-à-dire l'éducatif au niveau des enseignants et de la direction de l'école, des soignants, puisque c'est très important que les professionnels qui connaissent l'enfant puissent être présents, puisque c'est aussi eux qui ont des éléments médicaux, paramédicaux qui peuvent éclairer un peu la situation, et bien sûr la famille qui est au cœur de la situation problématique. Donc c'est une instance fonctionnelle qui permet une concertation. C'est pour ça aussi que des fois,
Certaines familles sont surprises, certains professionnels aussi. De plus en plus, on essaye de sensibiliser les crèches, les jardins d'enfants quand ils ont des enfants où ils commencent à repérer des troubles comme ça, vraiment qu'il puisse y avoir quand même une équipe éducative dans l'école où va arriver l'enfant. C'est pas simplement nous pour avoir un dossier administratif, que tout le monde puisse se réunir et qu'on puisse anticiper les choses, parce que sinon on voit bien que le jour de la rentrée, tout le monde découvre la situation et ça peut être très compliqué. Faire une équipe éducative en amont de la scolarisation, c'est vraiment très important, et c'est là qu'on parle de concertation. Voilà, mettre tout le monde autour de la table pour parler de la situation et voir comment on peut anticiper les choses. Voilà, ça permet vraiment que tout le monde soit plus à l'aise à la rentrée. Donc, quand est-ce qu'elle a lieu? Sur sollicitation donc d'une des personnes dont on a parlé, c'est le directeur de l'école qui la réunit, et donc pour parler donc de ce qu'on appelle l'efficience scolaire, c'est-à-dire comment l'élève progresse dans ses apprentissages, l'assiduité et le comportement. Donc c'est ce que je disais, donc direction de l'établissement, les enseignants, le psychologue d'éducation nationale est souvent nécessaire, les enseignants spécialisés s'il y en a dans l'école et qui connaissent l'enfant, le médecin santé scolaire de l'éducation nationale, selon le collège. Quand c'est à l'école primaire, c'est un médecin de santé scolaire, et donc dans le secondaire, second degré, c'est l'éducation nationale, une infirmière éventuellement, l'assistante sociale, et très important, donc le responsable d'éducatif ville. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, il peut avoir aussi un regard du coup sur l'enfant à l'école, la manière dont il interagit avec ses camarades, les besoins qu'il peut avoir. Donc c'est effectivement très important qu'il puisse être présent pour apporter un regard complémentaire et sur les besoins de l'enfant. Et il fait aussi partie de la concertation quand il s'agit d'anticiper les besoins, parce que le périscolaire, c'est des temps où voilà, alors des fois, les enfants en situation de handicap sont fatigués, donc n'ont pas toujours l'occasion de participer au temps périscolaire, mais la plupart doivent pouvoir être présents sur ces temps, et donc ça s'organise. Voilà. Et donc, j'insiste sur le fait que la famille, la participation des parents est fondamentale. Alors, peut-être que ça paraît comme ça bête, mais voilà, des fois, on oublie que les parents, les familles sont au cœur de cette équipe éducative et doivent vraiment pouvoir s'exprimer et expliquer aussi ce qu'eux ressentent du besoin de l'enfant, qui n'est pas toujours d'ailleurs, on le voit pas pareil à la maison, à l'école. Donc, c'est vraiment important qu'ils puissent expliquer aussi eux leurs attentes, leurs difficultés et comment ils vivent tout ça. Hop. Donc la fameuse équipe éducative, c'est là qu'il va y avoir cette première demande qui va être formalisée en remplissant le GEVASCO dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le GEVASCO, c'est un guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. C'est des éléments qui sont relatifs au parcours de scolarisation. Donc ça nous permet de voir où l'enfant a été scolarisé avant, où il l'est actuellement, c'est-à-dire dans quelle classe, dans quel établissement, des données administratives, mais aussi une évaluation de ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, quelles sont ses difficultés au niveau des apprentissages, où il en est, au niveau de son autonomie, du développement de son autonomie, quelles sont les choses qu'il sait faire ou pas. Et là aussi, en fait, c'est de pouvoir évaluer le décalage ou pas qu'il a et où il va falloir l'aider. Donc tous ces éléments-là, justement, ça permet à chacun des participants d'amener un petit peu sa vision de l'élève. C'est ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas forcément la même. Bon, bien sûr, sur les apprentissages, c'est surtout l'enseignant qui va donner ce que lui a relevé. Et souvent, d'ailleurs, dans les dossiers, on a des évaluations nationales, on a des bilans des enseignants. Mais voilà, au niveau du développement de l'autonomie, c'est important aussi que la famille et les professionnels, les soignants, puissent en dire quelque chose. Donc ce GEVASCO, il est lors de l'équipe éducative, il est rempli en général par l'enseignant ou le directeur de l'école, parce que l'enseignant référent n'est pas présent à cette première équipe éducative, puisque l'enfant souvent
la plupart du temps, n'est pas encore reconnu en situation de handicap. L'enseignant référent ne va intervenir qu'à partir du moment où il y a une reconnaissance de handicap, c'est-à-dire qu'il y a un droit notifié par la FDPH de Paris, dans ce cas-là. Voilà, c'est important. Après, il y a certains enfants qui, avant même d'être scolarisés, ont déjà une reconnaissance de handicap. Voilà, ça arrive. Donc, à ce moment-là, l'enseignant référent sera présent directement dans ce qu'on va appeler du coup l'ESS, l'équipe de suivi de scolarisation. Donc voilà, c'est comme ça qu'on différencie l'équipe éducative. C'est sans enseignant référent parce qu'il n'y a pas encore de reconnaissance du handicap. Et après, ça va être l'équipe de suivi de scolarisation où là, c'est l'enseignant référent qui va être au cœur un peu de la réunion. Donc, on a oublié de changer le chiffre, donc ils sont 59 qui sont titulaires, donc enseignants spécialisés en général, titulaires de KPI, et donc c'est eux qui assurent le lien entre le terrain, les écoles, les familles, les soignants et la MDPH. Donc, à minima, cette équipe de suivi est réunie une fois par an. Donc pour faire un état des lieux des difficultés et amener à une première décision, des premières décisions de compensation de scolarité, et ensuite la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, collecter et faire remonter des nouvelles informations. C'est très important. Nous, vraiment, le GEVASCO, c'est devenu un document dont tous les professionnels de la MDPH se servent parce que c'est vraiment le document qui nous permet de recenser le plus d'éléments sur le développement de l'élève. En plus, on a tous les professionnels et la famille autour de la table. Donc, c'est par rapport aux autres documents que nous, on peut avoir le formulaire de demande qui est rempli en général par la famille, des fois avec une assistante sociale, mais voilà, vraiment par la famille. Le certificat médical qui est rempli par le médecin et des bilans qui sont envoyés par des professionnels. Là, c'est vraiment un moment où tout le monde est ensemble et peut confronter un petit peu les différents avis. Donc, nous, c'est un document essentiel à notre évaluation. Je voulais ajouter que cette équipe de suivi de scolarisation, elle est organisée à minima une fois par an et elle concerne tous les élèves en situation de handicap, quel que soit leur lieu de scolarisation. Autrement dit, si l'élève fait partie des 2000 élèves parisiens dont nous vous parlions tout à l'heure, qui sont usagers d'un établissement médico-social ou sanitaire, puisqu'on a aussi des élèves en situation de handicap dans le secteur sanitaire à Paris, eh bien, l'ESS doit être organisé au sein de l'établissement spécialisé. Et donc, très important, l'ESS ne formule pas de demande. Alors, forcément, pendant la réunion, des pistes sont évoquées, les professionnels et les familles expriment un petit peu ce qu'ils envisagent pour l'avenir, les projets. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit que cette ESS permet vraiment de faire un état des lieux. Et à partir de cet état des lieux, c'est les professionnels de la MDPH qui vont proposer les réponses qui leur semblent adaptées aux besoins. Voilà. Mais bien sûr, souvent dans les GEVASCO, il y a une case avec l'avis de la famille et l'avis des professionnels, et c'est là que l'enseignant référent va nous exprimer les attentes un petit peu de chacun, pour que nous, on sache si on est à peu près en adéquation avec ce qui a été évoqué lors de la réunion ou pas. Mais c'est important vraiment de se dire que à la base, cette réunion, c'est à relever des besoins et non une demande vraiment formelle que la MDPH va accepter ou refuser. Non, la MDPH est vraiment censée extrapoler au vu des éléments qu'on a pour proposer tout le panel de réponses qui nous semble adapté. C'est vraiment ce qui a été développé dernièrement dans la loi, c'est une évaluation globale où la MDPH peut même se saisir elle-même de droits qui n'ont pas été envisagés. Alors, sur les temps péri et extrascolaires, donc j'ai un petit peu dit tout à l'heure, la continuité éducative est extrêmement importante pour que l'enfant n'ait pas des informations contradictoires entre les différents temps, n'ait pas des consignes différentes, qu'il puisse conserver les mêmes repères d'un temps à l'autre. Les enfants avec des besoins éducatifs particuliers, et plus particulièrement ceux en situation de handicap, sont accueillis sur tous les temps. On sait que parfois des familles peuvent
peuvent se censurer en se disant mais mon enfant ne sera pas accueilli. Parfois, des informations peuvent ne pas être transmises aux responsables éducatifs par la famille parce que là aussi, les parents peuvent se dire si je dis qu'il a ce comportement ou qu'il a tel besoin, on risque de refuser l'accueil de mon enfant. Donc, nous sommes dans une logique où les enfants sont accueillis, l'accueil est anticipé, donc sur tous les temps. Il peut y avoir des renforts de l'équipe si jamais il y a besoin. Et donc, l'entretien avec la famille, si possible conjoint avec le directeur de l'école pour éviter aux parents d'avoir à répéter plusieurs fois les mêmes éléments, est un élément important. Le projet du coup pédagogique sera construit en lien avec les besoins des enfants qui sont accueillis. Actuellement, la grande majorité des écoles, je crois qu'on est sur 621 écoles à Paris, je crois que à peu près 600 accueillent des enfants avec des besoins éducatifs particuliers, dont des enfants en situation de handicap. Donc voilà, c'est pas du tout un sujet à la marge. Toutes les écoles sont concernées. Alors, pour information également, la ville de Paris a créé des missions ressources inclusion, donc sur chaque circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance, c'est le découpage parisien, avec des équipes de 3 personnes qui peuvent aller sur les écoles, conseiller les animateurs. Il y a également un certain nombre de dispositifs qui existent, soit avec la mission des enfants hautement perturbateurs, je ne sais plus si c'est le nom exact, soit avec les cofinancements de l'ARS et les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Donc en cas de difficulté, les équipes éducatives et pédagogiques peuvent mobiliser ces dispositifs pour les accompagner et les aider à trouver à la fois des adaptations pédagogiques, mais aussi avoir des conseils sur la posture professionnelle à développer. Donc voilà, il y a un certain nombre de moyens qui se développent. J'en profite pour préciser également que, outre les centres de loisirs classiques, la ville dispose également de centres de loisirs à parité, donc qui accueillent les plus petits groupes d'enfants, 30 enfants au maximum, dont la moitié en situation de handicap. Donc, il y a également le réseau Loisirs Pluriels, qui dispose de CLAP associatifs à Paris. Et donc ces CLAP accueillent les enfants entre 3 et 13 ans sur le premier degré. Et on a ouvert il y a 2 ans un 9e CLAP qui accueille des adolescents entre 11 et 16 ans et qui travaille à la parité à travers des partenariats et notamment le dispositif de centre de loisirs pour les adolescents qui s'appelle Tous au collège. Juste un petit mot sur le PAI. Donc effectivement, le responsable éducatif est informé par le directeur de l'école et il informe son équipe des mesures à prendre. Il y a effectivement un enjeu sur tout le sujet des allergies, par exemple. Alors, on n'est pas forcément dans le domaine du handicap, mais ça peut être une pathologie associée pour des enfants en situation de handicap. Et alors, petite précision, puisque les centres de loisirs parisiens accueillent, y compris des enfants qui ne sont pas scolarisés dans le public, donc ils accueillent des enfants qui viennent d'écoles privées, mais aussi des enfants qui peuvent être accueillis en institut le reste de l'année. Et dans ce cas-là, c'est le médecin traitant de l'enfant qui doit rédiger le PAI. C'est pas le médecin scolaire de l'école qui rédige ce document. Et donc, c'est important de l'anticiper aussi parce qu'un enfant qui se présenterait le premier jour des vacances scolaires sans avoir un PAI formalisé, ça peut mettre en difficulté son accueil et surtout sa sécurité. Voilà, les petits points d'attention. Merci. Alors, pour l'émission donc, de la MDPH, donc je vous détaille un peu plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, effectivement, au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de l'unité enfant-jeune scolarisation, il y a donc 6 enseignants spécialisés, 2 psychologues, 1 médecin scolaire de second degré, 2 médecins scolaires premier degré, des médecins généralistes et une coordonnatrice et plus de coordinatrices à toi. J'ai oublié d'enlever ce poste-là, mais on espère que bientôt il y aura un remplacement. Donc nos missions, donc c'est l'évaluation des besoins de compensation de l'enfant tout au long de son parcours scolaire. Donc vous avez compris, au fil des différentes ESS, nous recevons les GEVASCO et
s'il faut adapter et attribuer de nouveaux droits ou réajuster, c'est à ce moment-là que l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation évalue ce qui peut être attribué ou ajusté. Donc, on fait des entretiens avec les enfants, les jeunes et leurs familles quand la situation le nécessite. Alors, clairement, depuis le Covid, on a repris un petit peu les rendez-vous, mais pour rien vous cacher, on n'a pas forcément les moyens de recevoir beaucoup de monde. Donc, on fait de plus en plus d'appels téléphoniques aux familles. Voilà, c'est le moyen finalement le plus pratique aussi de se mettre en relation avec les familles. Souvent on reçoit un rendez-vous quand on a besoin de voir l'enfant, puisque voilà, le téléphone ne nous le permet pas encore. Donc c'est souvent dans ces cas-là où quand les familles sont complètement perdues et qu'on sent qu'elles ont besoin voilà, de beaucoup d'éléments et qu'on les reçoive, ou en cas de désaccord profond pour essayer d'apaiser un peu la situation. Donc, vous l'avez compris, on a beaucoup d'échanges avec les partenaires, notamment les enseignants référents, tout le service de l'école inclusive, le pôle élèves, les différentes chargées de mission et les inspecteurs. On a des liens aussi avec l'ASE, avec des partenaires du médico-social, du sanitaire et bien sûr de la ville. Donc, notre objectif, c'est de proposer les moyens de compensation et d'aménagement du parcours de scolarisation qui vont permettre à l'élève de fluidifier son parcours scolaire et d'entrer le plus possible dans les apprentissages. Donc via l'élaboration et la rédaction du fameux projet personnalisé de scolarisation qui nous permet aussi, au-delà de certains appels téléphoniques qu'on peut faire, de dialoguer avec les familles, c'est-à-dire que on a des critères, mais dans certaines situations, on va envoyer en amont de la CDAPH, de la commission qui décide, on va envoyer un projet personnalisé de scolarisation qu'on appelle proposé, avec les propositions de l'équipe pluridisciplinaire pour avoir un retour des familles sur leur accord ou non avec ces propositions, s'ils souhaitent ou non venir présenter leur situation en CDAPH, justement pour que les membres de la CDA puissent valider ou non les propositions de l'équipe en ayant toute connaissance de la situation. Voilà, donc c'est vraiment un document assez formel, mais qui nous permet du coup d'avoir des échanges avec les familles au niveau de la loi, de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'on leur permet d'exprimer leur désaccord, éventuellement d'exprimer leur désaccord en CDAPH. Donc notre mission aussi est d'accompagner les familles et les situations, de suivre les situations des parcours complexes, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas sans savoir, il y a de plus en plus d'élèves qui sont très en difficulté à l'école ou dans les établissements médico-sociaux, et donc ces situations complexes sont suivies de près par nos évaluatrices, mais aussi en lien avec l'unité réponse accompagnée qui est une autre unité de la MDPH, souvent qui suivent les situations pour lesquelles il n'y a pas vraiment de réponse parfaite. Il faut construire des parcours, il faut se réunir et que chacun y mette un peu du sien pour construire un projet un peu dérogatoire, on va dire, mais qui va permettre en attendant une solution idéale, permettre aux familles de trouver quand même une solution. Et donc, je parlais, présentation des dossiers en CDAPH. Donc, voilà, on propose de plus en plus aux familles de venir exprimer, voire exprimer, donc des fois juste exposer leur situation et des fois exprimer leur désaccord avec les propositions qu'on a pu faire. Et c'est aussi le lieu d'échange où notamment les inspecteurs de l'éducation nationale sont présents, toutes nos autorités de tutelle et des membres d'associations, voilà, pour échanger sur ce qui sera finalement le mieux pour cet enfant. Donc les documents qui sont nécessaires à l'évaluation, donc pour les premières demandes dont on parlait tout à l'heure, donc souvent qui donnent lieu à des équipes éducatives, donc là la famille pour déposer un premier dossier va déposer ce qu'on appelle le formulaire de demande CERFA, un certificat médical pareil CERFAtisé, que vous trouvez sur le site de la MDPH, et bien sûr les pièces liées à la recevabilité, c'est-à-dire tout ce qui va être justificatif d'identité, justificatif de domicile,
Voilà. Bien sûr, donc le GEVASCO première demande, qui n'est pas finalement une pièce de recevabilité, mais qui nous, comme vous l'avez compris, nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur l'élève et souvent nous permet d'avoir plus d'éléments. Et bien sûr, on est toujours friand de bilans paramédicaux, puisque souvent il y a des suivis en orthophonie, en ergothérapie, en psychomotricité. Voilà, faut pas hésiter à joindre ces bilans et des comptes rendus d'hospitalisation. On va aussi demander des bilans psychométriques dans le cadre des orientations scolaires. Donc là, c'est vraiment, nous, un document pareil, indispensable parce qu'à Paris, on va y venir tout à l'heure, notamment, il y a des typologies d'ULIS. Donc déjà, pour orienter vers le bon dispositif, c'est important, mais en plus, pour les ULIS, il faut vraiment qu'on puisse orienter l'élève vers le dispositif qui va le plus être adapté à ses difficultés. Et donc, le bilan nous permet vraiment d'avoir une évaluation objective de ses capacités et voilà, de pouvoir répondre de manière adaptée. Et donc, bien sûr, le GEVASCO réexamen dans le cadre d'une demande de renouvellement. Oui. Alors, on a un micro qui est allumé. Hein? Si la personne pouvait... Ah, vous avez déjà fait le tour. Oh là là. Voilà. C'est bon, j'ai identifié. Donc, on en vient aux étapes. En fait, on vous a fait un petit schéma sur les étapes du processus décisionnel. Donc là, vous voyez l'équipe éducative dont on vous a parlé tout à l'heure, donc à partir du moment où l'élève n'est pas encore en situation de handicap, et l'équipe de suivi de scolarisation qui amène un envoi d'une demande à la MDPH où l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation va se saisir de la demande et donc va évaluer de quels besoins relève l'enfant et quels droits vont pouvoir lui être attribués. C'est là qu'on fait un projet personnalisé de scolarisation dans certains cas. Donc, ne vous attendez pas tous à recevoir un projet personnalisé de scolarisation parce qu'on n'a pas la possibilité d'en faire pour tout le monde. Mais voilà, ça peut être le cas. Sinon, il y a un passage directement devant la CDAPH où là, les membres votent ou non pour les propositions de l'équipe pluridisciplinaire. Les décisions sont enregistrées et ensuite il y a les notifications qui sont envoyées, donc à la fois à la famille, à l'enseignant référent, puisque comme c'est lui qui est au cœur du suivi de la mise en œuvre des droits, forcément il reçoit la notification et les notifications sont aussi envoyées bien sûr aux organismes payeurs pour mettre en œuvre finalement le paiement de l'AEH notamment. Et le service de l'école inclusive reçoit aussi un relevé de décision qui leur permet de mettre en œuvre notamment les AESH et les affectations à un certain moment de l'année. Ça va. Donc, j'en viens à la fameuse CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc, vous avez bien compris, c'est l'instance décisionnaire. Donc, les équipes pluridisciplinaires font des propositions et la CDAPH prend la décision, valide ces propositions. Donc, elle est composée de 23 membres, 61 suppléants qui représentent les associations des personnes handicapées et leurs familles, l'État, donc notamment l'éducation nationale, mais aussi le conseil départemental, il y a la sécurité sociale, la CAF. Et donc par séance, la CDAPH examine en moyenne plus de 1000 dossiers correspondant, donc chaque dossier, forcément, il y a plusieurs demandes, donc on est à peu près à 2300 demandes, sachant que ces chiffres-là, je pense, ont augmenté en ce moment, puisqu'on a changé de système de passage en CDA, donc a priori, on a largement augmenté ces chiffres. Les notifications de décision, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je ne vais pas le redire, donc sont adressées aux familles, bien sûr, au rectorat et aux enseignants référents. Donc là, on vous a refait un petit... tout à l'heure, on vous a donné la définition du champ du handicap. Et là, voilà, c'est un petit
schéma qui vous permet de mieux comprendre comment on peut évaluer le retentissement et donc l'entrée dans le champ du handicap. Donc, on en arrive aux différents droits que la MDPH attribue en matière de scolarisation. Donc, il y a différentes modalités de scolarisation. Donc, nous, quand on reçoit le dossier de demande dont on vous parlait tout à l'heure, donc la formulaire CERFA, le certificat médical et les pièces justificatives, ou un GEVASCO, parce qu'à Paris, il faut savoir que une fois qu'une reconnaissance en situation de handicap a été faite avec un premier dossier, un simple GEVASCO permet d'ouvrir une demande de parcours de scolarisation. Voilà, attention, dans les autres départements, si jamais il y a des personnes d'autres départements qui regardent, il faut joindre les documents CERFA comme pour la première demande, alors qu'à Paris, un simple GEVASCO envoyé par un enseignant référent la plupart du temps, du coup, ouvre une demande de parcours de scolarisation, et à cette demande, donc l'équipe pluridisciplinaire va avoir tout un panel de réponses. Donc l'enseignement ordinaire, là, ça c'est une scolarisation classique dans une classe ordinaire avec des adaptations pédagogiques et des aménagements d'emploi du temps. C'est aussi la MDPH qui notifie par contre le maintien en maternelle, très important, à partir du moment où un enfant de 6 ans reste une année de plus en maternelle. Pour l'instant, en tout cas, c'est encore une notification de la MDPH. Donc, bon, ça, c'est les écoles qui normalement savent gérer, mais il faut bien l'envoyer en amont, assez en amont, parce que des fois, on a des demandes un peu tardives qui nous mettent dans l'embarras. Voilà, parce que c'est pas automatique un maintien en maternelle, il faut vraiment que ça ait du sens. Donc les équipes évaluent minutieusement ces demandes-là, et des fois c'est vrai que quand elles arrivent en juin, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc d'autres orientations spécifiques, donc les SECPA et les EREA dont Madame a dit vous parlait un petit peu tout à l'heure, les ULIS, donc école, collège et lycée, et les unités d'enseignement. Internalisés ou externalisés, on y viendra plus tard, ainsi que les dispositifs spécifiques autisme, UEMA et UEEA, dont on vous parle après. Les orientations scolaires. Alors, sur les orientations scolaires, donc là, c'est toujours sur la MDPH. Vous voulez que je prenne le l'enseignement ordinaire, je vous parle des dispositifs. Donc l'enseignement ordinaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est une scolarité en classe ordinaire avec des adaptations, des préconisations liées à l'accessibilité, c'est-à-dire voilà, tout ce qui va être adaptation pédagogique, ça c'est à l'enseignant de mettre en place ce qu'il faut pour que l'élève puisse accéder aux apprentissages. Ça va être des supports adaptés, ça va être un positionnement dans la classe, voilà, des choses comme ça. Et les aménagements, ce qu'on appelle aménagement d'emploi du temps, c'est pour permettre à certains élèves qui ont des prises en charge extérieures, par exemple par un CESAD ou des prises en charge en orthophonie, de pouvoir ajuster l'emploi du temps pour qu'ils puissent avoir ces prises en charge qui ne sont pas toujours possibles hors temps scolaire. Donc, et puis pour certains élèves, en plus, c'est important qu'ils ne soient pas forcément scolarisés tout le temps scolaire. Voilà, on évite au maximum forcément, mais voilà, il y a certaines situations où c'est pas mal qu'ils puissent avoir leur prise en charge en parallèle de leur scolarisation. En ordinaire, il y a aussi donc l'attribution de matériel pédagogique adapté. Donc là, c'est vraiment un droit qui est attribué par la MDPH suite en général à un bilan d'ergothérapie qui préconise ce besoin et l'attestation, enfin la garantie d'un suivi, parce que donc comme on pourrait le croire, c'est pas parce que c'est des générations qui ont toujours vécu avec l'ordinateur que c'est si simple que ça de l'utiliser en classe. Voilà, c'est une prise en main particulière, donc il faut vraiment qu'il y ait un suivi pour pouvoir bien utiliser son matériel pédagogique adapté en classe. Donc ça, c'est vraiment le rectorat de Paris, le service du matériel adapté. Il y a normalement une adresse mail qui est mise dans la notification que vous devez contacter pour récupérer le matériel. Et normalement, on vous demande aussi maintenant un certificat de scolarité pour que le service
du matériel adapté, puissent savoir où l'enfant est scolarisé, c'est plus simple pour eux. Voilà, donc ça c'est vraiment le rectorat directement qui, une fois que vous avez la notification, qui va être en lien avec les familles. Et bien sûr, l'accompagnement humain, donc l'AESH mutualisé, donc c'est une AESH ou une attribution de droit où il n'y a pas de quotité horaire parce que l'AESH va pouvoir accompagner plusieurs enfants en simultané, où il y a l'AESH individualisé, où là, une quotité horaire sera vraiment précisée sur la notification parce que on considère que l'enfant relève d'un besoin soutenu et continu sur un quota d'heures particulier. Donc, cet AESH va être recruté, formé et affecté par le rectorat de Paris. Et ces 3 missions principales, finalement, ces 3 champs, c'est de l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités de la vie sociale et relationnelle et dans, bien sûr, les activités d'apprentissage. Donc, on le dit pas assez, mais voilà, c'est marqué en rouge tout en bas. Attention, l'objectif, c'est vraiment de faire progresser l'élève et de l'accompagner vers l'autonomie, qui pose de temps en temps question par rapport à l'attribution des AESH, voilà, que vous avez vu tout à l'heure. Il y en a beaucoup sur Paris. D'ailleurs, je pense que c'est une tendance nationale, mais voilà, toujours l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation essaye quand même de toujours se poser la question de est-ce que l'AESH va vraiment aider l'élève ou ne pas finalement le pénaliser plus qu'autre chose. Enfin, vraiment, il faut que cet accompagnement ait un objectif et du sens et que ça n'enlève pas l'autonomie de l'élève parce que quand un élève est accompagné tout au long de sa scolarité par un AESH individuel, par exemple, bah forcément après, quand on arrive à l'âge de l'insertion professionnelle, ça peut des fois être compliqué. Voilà, donc il faut vraiment garder ça en tête. Ah bah voilà, donc j'ai tout dit. Donc là, on précise plus particulièrement en quoi consiste une AESH mutualisée. Donc c'est ce qu'on disait, hein, c'est plus souple, c'est-à-dire qu'elle va aider plusieurs élèves en simultané et donc en général la quotité horaire de présence de l'AESH est équivalente à 8 heures à peu près, voilà, en moyenne. Et c'est vraiment l'ESS qui va suivre cette mise en œuvre et qui va ajuster l'intervention de l'AESH dans le temps scolaire de l'élève. Par contre, donc l'AESH individuelle, là, on répond à un besoin d'attention soutenue et continue. Et là, vraiment, on considère qu'une AESH mutualisée ne suffit pas, qu'elle est trop ponctuelle et qu'à ce moment-là, l'élève doit bénéficier d'une AESH individuelle sur un temps horaire défini. Donc, ces AESH sont pour l'instant gérés par les PIAL, je ne me lancerai pas dans les pôles, je ne sais plus. Et ben j'ai un trou sur le PIAL et je pensais qu'il avait une petite anti-sèche sur le diaporama, mais non. Donc c'est des espaces géographiques qui permettent de gérer en fait la mobilité des AESH et qui gèrent vraiment l'affectation de ces personnels en fonction du besoin des élèves, voilà, sur quelle école, sur quel élève, quand, comment, voilà. Donc 3 objectifs, un accompagnement défini au plus près des besoins de chaque élève pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences du socle commun tout en développant son autonomie, bien évidemment. Plus de réactivité et de flexibilité dans l'organisation de cet accompagnement. Donc le PIAL, normalement, est vraiment censé être là pour ajuster selon l'évolution des besoins de chaque élève. Et donc, la professionnalisation des accompagnants, puisque le statut d'AESH a évolué beaucoup ces dernières années et l'objectif est vraiment qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et de manière plus pérenne. Et on passe aux unités localisées d'inclusion scolaire, donc les ULIS. Oui, la parole à Madame Adi. Alors, je voulais juste faire un petit point sur les AESH parce qu'effectivement, c'est un sujet national. Il se trouve qu'à Paris, on a un taux d'accompagnement des élèves en situation de handicap qui est très important, avec peut-être un réflexe
trop souvent manifesté par les équipes éducatives en ESS, qui consiste à identifier de façon presque automatique une nécessité d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. Et quand je dis que cette nécessité est affirmée, elle l'est par les équipes pédagogiques. Souvent, ça rassure un enseignant de savoir que l'AESH sera présent. Ça rassure aussi les familles. Et c'est vrai que les GEVASCO qui sont ensuite reçus par les MDPH insistent sur ces éléments d'absence d'autonomie pour inciter, j'ai envie de dire, les équipes d'évaluateurs à devoir notifier, prescrire l'accompagnement. Et c'est vrai que si cet accompagnement, dans bien des cas, s'avère indispensable et justifié, il va de soi qu'il y a quand même un hiatus par rapport à ce qu'on voudrait construire en termes d'inclusivité et d'accès à l'autonomie de la part d'enfants, comme le disait Lauriane précédemment, qui vont avoir besoin à un moment donné de pouvoir exister, j'ai envie de dire, par eux-mêmes et sans systématiquement avoir à leur côté une présence. Donc l'idée des PIAL, de ces pôles inclusifs, c'est intéressant parce que ça devait s'ajuster le plus possible à l'évolution de l'élève, à l'évolution de ses besoins et faire en sorte qu'à un moment donné, on ne soit pas dans quelque chose de fixiste avec un adulte qui, de facto, accompagne un enfant tout au long de son année scolaire, à tous les moments de sa vie, tout au long de sa scolarité. Il se trouve que certains enfants peuvent avoir besoin d'un étayage, d'un apaisement, de redites pédagogiques, parce que, encore une fois, l'AESH n'est pas l'enseignant, il ne délivre pas d'enseignement apprentissage, il est là pour accompagner l'élève dans la compréhension de ce qui est attendu de lui. Cette tâche incombe en premier lieu à l'enseignant, le soutien incombe à l'AESH. Mais pour dire que dans certains domaines de sa vie quotidienne, l'élève, dans certaines activités, certains domaines d'enseignement peut avoir besoin de l'AESH et on peut imaginer que dans des activités de la journée, à d'autres moments de sa vie, il n'en ait pas besoin. Donc l'idée de l'accompagnement mutualisé, c'était ça, permettre d'ajuster aux besoins. Dans la réalité, je regrette, je le dis, de constater que malheureusement, on est encore trop dans cette approche très fixiste, très rigide de l'accompagnement de l'AESH dans les classes. Et c'est vrai que ce sont des représentations encore du handicap et de la place de l'élève handicapé dans les classes qui seraient à réformer, y compris du côté des professeurs, j'ai envie de dire, du côté de l'entièreté de la communauté éducative. Voilà pour ce point. Et si je peux rajouter, c'est vrai que nous, on demande aussi beaucoup aux enseignants référents d'avoir l'avis de l'élève, parce que, alors en primaire, bon, voilà, il se laisse un peu guider, mais on sait qu'au collège, en plus, ça peut vraiment avoir des impacts et l'élève, notamment, alors c'est pas pour ça qu'il n'en a pas besoin et que la MDPH ne notifiera pas, mais du coup, ça change aussi, ça fait partie de l'évaluation. Voilà, juste. Alors, sur les dispositifs de scolarisation en faveur des élèves en situation de handicap, donc les ULIS, que vous connaissez bien, qui sont des dispositifs qui existent maintenant depuis longtemps, donc qui ne sont pas des classes, on appelle ça des dispositifs. Pourquoi ? Parce que les élèves sont inscrits dans des classes de référence et autant que nécessaire, sont regroupés dans ces unités localisées, pilotées par un coordonnateur, enseignant spécialisé, et des AESH qui aident les élèves, qui leur apportent le soutien, les régulations, les étayages nécessaires pour que lorsque ces enfants retournent dans leur classe de référence, puissent raccrocher les apprentissages aux côtés des autres. Ça fait longtemps que ces ULIS existent à Paris, donc petits groupes constitués, qui fonctionnent, j'ai le sentiment, de mieux en mieux du point de vue de l'inclusion et de la philosophie des ULIS, fonctionnent assez bien dans le premier degré, de mieux en mieux dans le second degré où elles ont été développées. Là maintenant, il faudrait pouvoir les développer au lycée. C'est vrai que pour l'instant, on a encore peu de dispositifs dans les lycées, notamment généraux. Jusqu'à présent, ces ULIS étaient installés dans la voie pro. On y reviendra un peu plus tard. Les AESH présents dans ces ULIS, c'est indiqué en bas de la slide, mais je pense que vous le savez, ne sont ni mutualisés ni individualisés. Ils sont appelés AESH collectifs. Et ces AESH, très souvent, ont vocation à accompagner les élèves dans leur classe pour les soutenir à un ou à plusieurs. Donc à favoriser les inclusions. Donc sur le nombre des ULIS, vous voyez, 71 à l'école, 86 au collège.
beaucoup moins dans les lycées et 2 seulement dans les lycées d'enseignement généraux. Mais là, vraiment, on se pose de plus en plus la question de développer ces ULIS dans les lycées généraux pour faire en sorte que les élèves en situation de handicap aient accès aussi à toutes les filières qui sont proposées dans les enseignements généraux. J'en profite pour vous le dire parce que là, nous avons une situation que je soutiens concernant une élève qui est porteuse d'une trisomie, qui est en ULIS 3e, un ULIS des troubles des fonctions cognitives, et qui souhaiterait l'année prochaine, parce que c'est une excellente danseuse, intégrer une classe de hip-hop en seconde, mais ces classes ne sont proposées, ces classes artistiques, double cursus comme on dit, enseignement de la danse et enseignements généraux ne sont proposés que dans les lycées généraux. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on se trouve un petit peu bloqué. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de développer ces ULIS, lycées enseignements généraux. Comme le disait Lauriane tout à l'heure, donc par typologie de besoins, ces ULIS sont des étiquetages, entre guillemets, troubles du spectre de l'autisme, troubles des fonctions motrices, pour la déficience sensorielle, donc troubles des fonctions visuelles et troubles des fonctions auditives, troubles des apprentissages, TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, et puis troubles des fonctions cognitives ou mentales. Là aussi, un vrai questionnement sur cet étiquetage et les effets d'étiquetage que ça induit, et une réflexion, en tout cas du côté du rectorat en cours, pas de révolution là ou d'annonce spectaculaire à vous faire ce matin, mais en tout cas une vraie réflexion en cours sur le maintien et la pertinence du maintien de ces entrées par le trouble quand on serait plutôt dans une perspective de conception universelle des apprentissages, d'approche inclusive vraiment des enseignements apprentissages. Est-ce que ça a encore du sens d'avoir des ULIS qui seraient aussi spécifiques, Voilà. Et c'est une question que rejoint la MDPH, puisque vous l'avez compris tout à l'heure, c'est vrai qu'on essaye du coup d'évaluer correctement dans quel dispositif l'enfant va pouvoir le mieux se développer, mais du coup on a de plus en plus de situations qui sont un peu limites. On a aussi des familles qui sont pas d'accord avec notre évaluation, et voilà, ça peut s'entendre, mais du coup nous normalement on ne fait qu'un droit d'orientation en ULIS, et la typologie est finalement une préconisation pour aider le rectorat jusque-là à affecter dans la bonne ULIS. Donc il faut savoir que quand une famille n'est pas d'accord avec la typologie d'ULIS qui est préconisée par la MDPH, c'est pas la peine de faire un recours sur la décision, puisque la décision d'ULIS est bien la bonne, entre guillemets, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la typologie, et à ce moment-là, il faut voir avec l'enseignant référent pour ajuster et voir si éventuellement le rectorat peut affecter dans une autre ULIS. Mais voilà, c'est quelque chose qui pose question aussi à la MDPH, et donc on va travailler ensemble pour voir si on peut faire évoluer les choses. Alors, Madame Adi me montre une question dans le chat. Oui, que je trouve intéressante parce qu'on nous pose la question de savoir si il faut être scolarisé en ULIS pour avoir une AESH. Alors, on va clarifier ce qui a été dit précédemment, c'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'AESH individuel ou mutuel s'adresse à des élèves qui sont scolarisés dans une classe dite ordinaire. Dans ce cas-là, ils peuvent être accompagnés par une AESH mutualisée ou individuelle. Les AESH qui sont présents dans les ULIS sont qualifiés, eux, d'AESH collectives, c'est-à-dire qu'ils n'accompagnent pas un enfant, ils accompagnent toute une classe aux côtés de l'enseignant spécialisé, et très souvent, leur fonction consiste à accompagner les temps de présence des élèves de l'ULIS dans leur classe de référence, pour soutenir leur scolarité, ne pas les mettre en difficulté. Ils peuvent les accompagner à un ou petit groupe. On va continuer sur les dispositifs
autisme. Alors, je vous disais, si on a un peu de temps, on essaiera de revenir sur les différentes questions pour y répondre. Mais là, du coup, on va essayer de développer un peu les dispositifs autisme qui sont parfois un peu complexes. Donc, tout à fait. Et pour la carte des Ulysse, si vous allez sur le site du rectorat ouvert à tout le monde, vous allez pouvoir disposer de la carte des Ulysse par typologie. Alors, concernant l'autisme, effectivement, des dispositifs particuliers et assez nouveaux, puisque ces dispositifs ont été développés à partir de 2016-2019. Donc, vous voyez qu'au regard du temps de l'école, c'est des dispositifs qui sont encore assez nouveaux. Alors, ce sont des unités d'enseignement, on appelle ça unités d'enseignement, qui sont des classes constituées, qui fonctionnent avec enseignants spécialisés, AESH quand c'est en maternelle, parfois un personnel de la ville, une ATSEM, mais la spécificité de ces dispositifs qui n'existait pas avant 2016-2019, et de fonctionner en partenariat permanent avec des personnels d'établissements ou services médico-sociaux. C'est-à-dire qu'on est parti du principe, en fait, le législateur est parti du principe que pour la question de l'accompagnement des élèves autistes à l'école, les seuls personnels de l'éducation nationale ne suffisaient pas. C'est vrai qu'on a fonctionné pendant des années avec des enseignants spécialisés, des AESH. Il est évident que pour scolariser ces élèves, l'expertise, le soutien des équipes médico-sociales était important. Donc le législateur a décidé de faire en sorte que ces personnels, en lieu et place d'intervenir en sus de l'école ou en dehors de l'école, allaient s'installer à demeure dans des établissements scolaires, apporter leur soutien aux équipes pédagogiques et éducatives, parce qu'il va de soi que si aujourd'hui l'école accueille l'essentiel des élèves en situation de handicap, on vous l'a dit tout à l'heure, 12 000 élèves en situation de handicap sur les 14 000 identifiés par la MDPH, ça n'est pas l'éducation nationale seule qui peut le faire. Elle a besoin de l'expertise de décennies de pratique dans les établissements médico-sociaux où on a pris en charge ces jeunes en situation de handicap. Aujourd'hui, s'ils viennent à l'école, ça veut dire que l'école a besoin d'être appuyée, étayée, soutenue dans la scolarisation de ses élèves. Donc, on vous expliquera ensuite par le menu ce que sont les UA et les UEA et les UEMA, mais là, on vous donne juste les chiffres. Donc, par les maternelles, on a 8 classes spécifiques éducation nationale médico-sociale qu'on appelle des UEMA dans Paris, 8 en élémentaire, 8 UEA. On développe aussi au collège, donc on en a dans 3 collèges parisiens, une au lycée, et puis un dispositif spécifique d'autorégulation dans l'enseignement public, et depuis cette rentrée, un deuxième dispositif dans l'enseignement privé qu'on appelle DAR, dispositif d'autorégulation. Je vous le présenterai un tout petit peu après. Alors, l'UEMA, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une classe qui est à la maternelle, qui accueille des enfants autistes et qui ont bien un diagnostic d'autisme. Et dans cette classe, donc 7 élèves seulement, parce qu'il faut un étayage au plus près des besoins, 7 élèves accueillis quasi par 7 adultes. Parmi ces 7 adultes, 6 ou 7 adultes, on a un enseignant spécialisé, un AESH, une ATSEM, voilà pour éducation nationale et ville de Paris, et ensuite 3 ou 4 personnels d'un établissement médico-social qui, comme je vous le disais précédemment, sont installés à demeure dans l'école, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans les classes du matin jusqu'au soir, du lundi au vendredi, pour soutenir la scolarité à temps plein des élèves de l'UEMA. Donc un dispositif, vous voyez, conséquent, qui est cofinancé par l'Agence régionale de santé, porté par un établissement médico-social, donc en général des IME ou CESAD spécialisés dans la question de l'autisme, et des dispositifs, je dois dire, à Paris qui fonctionnent assez bien, même plutôt très bien, et qui ont vocation à faire en sorte que les enfants puissent à un moment donné sortir de cette classe spécifique pour soit intégrer une classe ordinaire, soit un autre dispositif de l'école élémentaire. Mais je me permets de souligner que nous avons quelques exemples d'enfants qui ont fait 2 ou 3 ans de parcours en UEMA et qui, à l'issue de ce parcours, on peut intégrer une classe de CP,
avec ou sans AESH. Voilà, donc des dispositifs qui fonctionnent, je trouve, très bien, mais encore insuffisamment nombreux, puisque nous n'en avons que 8 à Paris, et je le regrette malheureusement, beaucoup d'enfants en liste d'attente, une place pour 10 demandes, c'était le ratio jusqu'à l'année dernière. On essaie d'en ouvrir, mais c'est vrai qu'il faut trouver des locaux, il faut trouver des équipes pédagogiques volontaires, mais chaque année, on arrive quand même, bon an, mal an, à en ouvrir une en maternelle et une en élémentaire. Voilà pour l'UEMA. Pour l'UEA, on est à peu près dans une déclinaison identique avec un ratio d'accompagnement en revanche qui est moins important. On est autour de 5 adultes pour 10 élèves. Donc l'UEA accueille des enfants d'école élémentaire, donc âgés de 6 à 11 ans. Mais de la même manière, c'est un dispositif éducation nationale adossé à un établissement médico-social. On y entre parce qu'on dispose d'une notification ad hoc. Dans les UEA, alors là, on n'a plus de personnel de la ville sur le temps scolaire. En revanche, on a toujours un enseignant spécialisé, 2 AESH et 2 ou 3 éducateurs pour accompagner les enfants. Et on est toujours dans cette même perspective inclusive, c'est-à-dire que l'UEA n'est pas un dispositif fermé qui fonctionnerait comme une entité à part de l'école, même si là, c'est une classe, contrairement à l'ULIS. L'UEA, elle a quand même vocation à faire en sorte que les élèves puissent être associés à la vie de l'école, associés à la vie des classes. Donc lorsque c'est possible, les enfants peuvent aller profiter de certains enseignements, de certaines activités dans la classe dite ordinaire aux côtés de leur père. Nous avons les mêmes dispositifs au collège, alors 3 seulement, donc la cartographie elle est disponible aussi sur le site du rectorat. On a une UEA collège dans le 20e, au collège Lucifort, une UEA dans le 17e, au collège Mallarmé, et une UE collège, excusez-moi, dans le 11e, au collège Voltaire, dans des dispositifs là aussi qui fonctionnent, je trouve, relativement bien. Et une exception au lycée Balzac, pour l'instant une seule UE lycée, avec des jeunes de 16 à 18 ans qui sont notifiés de la même manière par la MDPH. Et évidemment, pour l'école, c'est très intéressant de disposer de ces dispositifs parce que ça veut dire que les équipes pédagogiques travaillent quotidiennement avec le soutien du médico-social qui est implanté à demeure dans l'établissement scolaire, ce qui veut dire que pour tous les autres élèves de l'école, on a à disposition des experts qui peuvent intervenir, qui peuvent faire des propositions, qui peuvent observer d'autres élèves de l'école, proposer des conseils d'accompagnement. Voilà, donc c'est vraiment du côté de l'école une forme de révolution culturelle, puisque là on apprend à travailler avec d'autres champs professionnels. Donc révolution culturelle aussi pour les professionnels du médico-social là qui maintenant coopèrent journellement avec des professeurs, ce qui est assez nouveau encore, mais qui fonctionne assez bien. Du coup, juste après, c'était pour vous préciser, en fait, au niveau administratif, sur ces unités externalisées. Donc, en fait, il y a une double notification. Il ne faut pas être surpris. Il y a une orientation scolaire avec le nom du dispositif, donc UEMA, UEA ou unité d'enseignement, et qui est doublée d'une orientation médico-sociale pour que l'enfant soit bien orienté aussi et admis sur la structure médico-sociale qui porte l'unité d'enseignement. Donc, ça va être un CESAD ou un IME. Alors, je voulais juste préciser ça. Quelqu'un nous demande si on va parler des passes. Alors, pas spécifiquement ce matin parce qu'ils n'ont pas été mis en place à Paris. Ils vont démarrer de façon expérimentale sur un secteur du 13e arrondissement et un autre secteur du 18, mais avec des recrutements qui sont en cours. Donc, pas de développement encore des passes à Paris. Bon, on est censé être dans une montée en puissance sur les 3 années à venir et une généralisation des passes, mais c'est vrai que ce ne sera pas spécialement développé ce matin. Et là, quelqu'un nous demande IEEM de Garches. Ah oui, bon, alors là, je vous avoue que je ne comprends pas complètement la question. On répondra après. Oui, d'accord. Ah oui, vous préférez. Non, c'est pas grave. Non, mais oui. Cette question-là, précisément, oui. De toute façon,
fait, c'est la dernière slide, mais je me disais qu'on pouvait peut-être parler des dards. On n'a pas fait de slide spécifique sur les dards. Oui, alors on a depuis 2 ans ouvert ce qu'on appelle un dispositif d'autorégulation qui a complètement à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le hiatus entre une nécessité d'accompagnement par un AESH et la nécessaire construction de l'autonomie de la personne handicapée. Et c'est vrai que le DAR est une tentative de réponse à ce frottement, hein, puisque le principe de l'autorégulation, c'est de permettre à un enfant, quel qu'il soit, de construire toutes les compétences et capacités nécessaires à cette construction de l'autonomie. Partant du principe que, en lieu et place de l'AESH, on va permettre à un élève, à un moment donné de son parcours, pendant un temps donné, plus ou moins long, de comprendre ce que c'est que la vie en collectivité, une habileté sociale, la gestion d'émotions, la compréhension des consignes, hein, de la façon dont on comprend les consignes des adultes, des enseignants. Voilà, tout ce qui permet en gros l'autonomie. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation, donc ça vient du Québec, hein, qui s'est posé ces mêmes questions et qui a décidé de réfléchir à la façon d'accompagner les élèves pour pouvoir se passer autant que possible des AESH. Donc, le dispositif d'autorégulation s'adresse au départ à des enfants avec autisme, hein, atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Ça a été généralisé aux troubles du neurodéveloppement, dans une perspective de conception universelle des apprentissages, c'est-à-dire considérant que cette construction, hein, de l'autonomie, elle était nécessaire évidemment pour ces enfants-là qui ont un trouble de la communication, hein, pour résumer de façon très simplifiée la question du TSA, mais si cette construction de l'autonomie, elle était indispensable à faire acquérir par des enfants avec un TSA, elle pouvait aussi s'adresser à tous les enfants. Autrement dit, ce qui profite aux uns va pouvoir profiter à tous. Donc, lorsqu'on fait de l'autorégulation pour un enfant avec un TSA, elle s'adresse à lui, évidemment, mais à tous les enfants de l'école qui potentiellement, à un moment donné de leur parcours, en auraient besoin. Donc, ce dispositif d'autorégulation, il s'appuie sur la présence d'un enseignant dit surnuméraire, c'est-à-dire un enseignant supplémentaire dans l'école, qui va être dédié à l'apprentissage de l'autorégulation et soutenu également par 2 éducateurs spécialisés d'un établissement ou service médico-social. Donc, on a implanté il y a 2 ans un dispositif d'autorégulation dans une école élémentaire parisienne du 18e arrondissement, Joseph de Maistre, pour la nommer. Et là, l'idée, ce serait à la rentrée prochaine, peut-être, de pouvoir implanter un autre dispositif d'autorégulation dans un collège public. Nous allons essayer d'y travailler. Alors, il y a quand même une petite restriction dans le discours que je dois préciser, c'est qu'évidemment, l'autorégulation ne s'adresse pas à tous les enfants avec TND, hein, on s'adresse à des enfants qui auraient pu être scolarisés en classe ordinaire avec AESH. Et le pari qu'on fait, c'est de se dire, on va continuer à scolariser ces enfants en classe ordinaire, ce qui veut dire des enfants qui aient quand même des capacités d'apprentissage qui soient proches de celles de la norme, entre guillemets, hein, même si là ce mot semble un peu incongru dans la présentation qu'on vous fait ce matin, mais c'est aussi la réalité du fonctionnement de l'école. Donc, en lieu et place d'un AESH présent aux côtés d'un enfant avec un TSA dans une classe, on va retirer l'AESH entre guillemets et lui permettre, en tant que de besoin, de travailler l'autorégulation avec son enseignant, l'enseignant surnuméraire et les 2 éducateurs spécialisés, à la fois dans sa classe, aux côtés de ses pairs, mais aussi dans une salle spécifique qu'on appelle SAR, salle d'art, salle dédiée à l'autorégulation. Et l'autorégulation, ça peut se faire tous les jours, plusieurs fois par jour, seul ou en petits groupes, ou avec l'entièreté de la classe, parce qu'on va travailler, par exemple, sur les compétences psychosociales, typiquement. Voilà.
Merci. Oui, effectivement, c'est un point important parce que c'est un dispositif nouveau. Alors nous, voilà, c'est pareil, hein, on se saisit, comme on connaît ce dispositif, les équipes scolaires, pas forcément. C'est vrai que des fois, on reçoit des GEVASCO et en le lisant, on pense au DAR alors que ça n'a pas du tout été évoqué. Et donc là, à ce moment-là, on se met en contact avec l'enseignant référent, la famille et l'organisme gestionnaire qui porte le DAR, qui est Agir et Vivre l'Autisme. Voilà, pour voir si c'est possible de concrétiser les choses et si ça répond bien aux besoins. Mais c'est quelque chose qui, sur le terrain, n'est pas encore forcément très connu. Mais pas d'inquiétude, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation y veille et oriente certaines situations vers ce dispositif sans qu'il ait été évoqué. Donc là, on voulait aussi faire un petit focus sur la scolarisation en établissement médico-social, puisque donc certains élèves sont orientés vers des établissements médico-sociaux. Ça permet d'offrir une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique. Donc il y a les instituts médico-éducatifs. Anciennement, il y avait des IM Pro. Alors normalement, maintenant, tous les IM Pro sont des IME en fait, puisqu'ils ont un agrément de 0 à 20 ans. C'est juste qu'on dit encore IM Pro pour certains IME qui ont des sections professionnalisantes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des ateliers pour travailler un peu la professionnalisation pour que les enfants les jeunes puissent ensuite aller vers le monde professionnel et notamment le milieu protégé. Il y a aussi les ITEP aussi, des instituts thérapeutiques d'éducation pédagogique. Et DITEP, c'est la même chose, hein, mais le D de DITEP veut dire dispositif, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, c'est quand les structures ont à la fois le CESAD et l'ITEP pour donc les enfants présentant des troubles du comportement. Et donc le dispositif ITEP permet, c'est un peu l'avant-plateforme, on vous en parlera un autre jour, mais ça permet de passer du CESAD à l'ITEP de manière plus souple, sans nouvelle notification d'ITEP quand ils sont en CESAD et de CESAD quand ils sont en ITEP. Donc la structure elle-même ajuste la prise en charge. Voilà, donc ça, c'est vraiment des structures qui sont dédiées aux enfants présentant des troubles du comportement et pour laquelle la scolarisation est vraiment mise en péril, et leur offrir un cadre contenant et permettre de reprendre tous ces troubles du comportement, de les stabiliser après un retour à la scolarité ordinaire. Les IEM, donc les instituts d'éducation motrice, donc là, ça va être pour les enfants présentant des troubles moteurs, et les EEAB, oh là là, établissement poly, voilà, c'est pour les enfants polyhandicapés, voilà, aussi très spécifique. Donc là, ça va être des prises en charge selon les types de structures, des prises en charge adaptées aux besoins spécifiques des enfants. Donc dans ces établissements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont scolarisés, donc les modalités peuvent varier. Donc c'est souvent ce qu'on appelle les unités d'enseignement internalisées, donc dans les murs de l'établissement médico-social. Il va y avoir, donc c'est ce qu'on essaye de développer de plus en plus, les unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire que l'unité d'enseignement de l'établissement, de la structure médico-sociale, va être délocalisée dans un établissement scolaire. Donc c'est ce qu'on peut appeler hors les murs. Et il y a aussi du temps partagé, c'est-à-dire que certains enfants bénéficient d'une prise en charge en structure médico-sociale dans une unité d'enseignement internalisée, et va aussi pouvoir aller dans un établissement scolaire, mais dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, par exemple une classe ordinaire ou un dispositif ULIS éventuellement, même si on ne sait pas forcément très souvent, puisque comme c'est des temps partiels à l'école, l'ULIS n'est pas forcément toujours adapté, mais comme je pense, vous l'avez compris, on évalue vraiment chaque situation de manière individuelle et on essaye vraiment de construire des parcours. On ne s'interdit rien, bien sûr, il y a un cadre, donc on essaye de le respecter pour que les différents dispositifs puissent continuer à fonctionner de manière optimale, mais voilà, on est toujours à la recherche du parcours spécifique qui correspondra particulièrement à chaque élève, et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on peut avoir des échanges avec le rectorat de Paris ou avec les partenaires médico-sociaux pour voir comment on peut s'organiser pour répondre au mieux aux besoins de chaque élève. Voilà, donc il y a des orientations
cible vers des établissements médico-sociaux et notamment des unités d'enseignement. Et voilà, il faut se le dire, c'est une question qui peut parfois faire débat, mais lorsque l'orientation n'est pas effective dans un établissement médico-social, c'est-à-dire souvent qu'il n'y a pas de place, pour maintenir une scolarité, la scolarité qui est proposée par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation va être l'enseignement ordinaire avec un accompagnement par une aide humaine et souvent par un CESAD, pour éviter en fait que ces enfants-là soient orientés en ULIS alors que le dispositif ne correspond pas à leurs besoins. Alors, on a souvent les discours de famille et de professionnels qui ne comprennent pas en quoi l'enseignement ordinaire est plus adapté qu'un dispositif un peu plus contenant. Mais voilà, le dispositif ULIS, Madame Adi vous a expliqué en quoi ça consistait, et souvent, comme ça n'est pas adapté à ces enfants-là, au fur et à mesure, il y a des dégradations de l'état de l'élève, et le dispositif qui, du coup, est mis un peu en péril, et donc on fait le choix de proposer une scolarité en enseignement ordinaire, mais bien sûr l'accompagnement de ces enfants-là est prioritaire et les AESH sont affectés de manière prioritaire sur ces enfants qui, on le sait, sont très en difficulté en enseignement ordinaire, et comme je vous le disais, on est tous mobilisés pour rendre effective l'orientation en établissement médico-social, notamment avec l'unité réponse accompagnée, mais je pense qu'une majorité des personnes qui sont là sont au courant des difficultés qu'on a au niveau des places disponibles en établissements médico-sociaux, même si, donc, vous avez vu, beaucoup de dispositifs assez variés pour répondre à différents besoins ouvrent et permettent de libérer des places. C'est vrai que ça peut être compliqué. En ce moment, voilà, ça bouge un peu parce qu'il y a des structures adultes qui ouvrent, et donc beaucoup de jeunes qui étaient entre guillemets bloqués dans les structures enfants peuvent partir dans des structures adultes qui leur correspondent plus, et donc ça nous fait quelques places. Donc on travaille beaucoup en lien avec les établissements médico-sociaux pour cibler les enfants qui pourront en bénéficier, mais malheureusement la liste d'attente est longue, donc pareil, on reprend chaque situation et on voit comment on peut éviter un décrochage. Alors, je voulais du coup, moi, répondre à quelqu'un qui justement explique qu'il y a beaucoup de dispositifs et dit, mais dans ces dispositifs, on s'y perd. Alors, vous n'avez pas totalement tort, mais je pense que pour éclairer un peu cette interrogation sur la démultiplication des dispositifs, il faut en revenir aussi à ce qu'est la scolarité des élèves en situation de handicap depuis la loi de 2005, mais même antérieurement. C'est-à-dire qu'en France, on a une voie unique de référence qui est l'école. Mais un passé effectivement d'établissements médico-sociaux et sanitaires qui ont pris en charge la scolarité des élèves en situation de handicap, qui implique qu'on tienne compte de ces structures-là. On a développé des dispositifs dits spécialisés au sein des écoles, historiquement ce sont les ULIS, mais on voit bien que cette réponse-là, elle trouve ses limites. Et qu'elle n'était pas suffisante, notamment pour le champ de l'autisme ou pour d'autres situations complexes qui relèvent vraiment de l'expertise, de la prise en charge d'établissements médico-sociaux. Donc la question, c'est de savoir si on fonctionne avec deux voies parallèles, on laisse les enfants les plus compliqués dans des institutions et puis on scolarise tous les autres à l'école. On voit que ça marche pas. Pour scolariser beaucoup à l'école les enfants handicapés, encore une fois du point de vue quantitatif, je pense que l'école depuis 2005, elle joue le jeu. Elle accueille l'essentiel des élèves en situation de handicap. Pour autant, on ne peut pas laisser les enseignants seuls. Ça veut dire que pour progresser du point de vue qualitatif, on doit pouvoir faire en sorte que les professeurs puissent s'appuyer sur l'expertise et le savoir-faire du médico-social. Et c'est vraiment la philosophie de ces dispositifs spécifiques qui ont été créés ces dernières années. Donc dans le champ de l'autisme, les classes maternelles, les classes élémentaires, UMA et UEA. Et puis pour tous les autres, ce que Lauriane vous présentait, c'est-à-dire les classes externalisées. Faire en sorte que des enfants qui par le passé n'avaient pas droit à l'école
puissent venir à l'école, mais encore une fois, avec le soutien d'un établissement ou d'un service médico-social. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les classes externalisées. Je crois qu'elles fonctionnent aussi également bien. Elles sont encore très largement insuffisantes. Il faut qu'on les développe parce que moi, je le sens en CDA. Ça fait plusieurs années que je suis une fois par mois ici en CDA à la NDPH avec les associations de parents qui sont peut-être présents là aujourd'hui. Et ce qu'on entend beaucoup de la part des parents, c'est évidemment leur volonté, qui est parfaitement légitime, qui ne devrait même plus être à discuter, de faire en sorte que leurs enfants aient un droit à l'école. Mais pour que ce droit à l'école puisse s'exercer d'une façon cohérente pour tout le monde, et que les enfants puissent véritablement y en tirer un bénéfice, on n'est pas là juste simplement pour faire valoir un droit, mais pour que les enfants puissent apprendre et progresser, on voit bien que l'école seule ne peut pas, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il nous faut inventer des nouveaux dispositifs avec l'appui du médico-social pour faire en sorte que cette scolarité soit effective et de qualité. D'où peut-être votre sentiment de démultiplication des dispositifs, mais c'est vrai qu'ils répondent aussi à des besoins très distincts de la part des jeunes. Donc effectivement, je remercie, je ne sais pas, CCH qui a essayé de nous résumer et ma foi, c'est plutôt bien fait. Donc on reprendra le petit résumé. Je voyais aussi Madame Belchechak qui demandait l'unité d'enseignement est une bonne chose, mais son cadre est très flou dans les IME. Pas de scolarisation effective pour les personnes handicapées, sinon à raison de 2 ou 3 heures par semaine. Quel règlement pourrait être imposé pour mieux répondre? Bon, je pense que ça, Madame a dit, elle est en travail permanent. Alors malheureusement, vous avez raison, pas de temps assez d'enseignement dans les IME. J'ai envie de vous dire, alors peut-être pas assez de professeurs affectés dans les IME. Dans la perspective d'une école inclusive, est-ce qu'aujourd'hui, le développement de ces postes enseignants pour répondre aux droits à l'école des enfants handicapés, il faut les développer en interne, dans les unités internes des IME? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas aller vers le développement des unités d'enseignement externalisées? J'ai plutôt tendance à vous dire, d'un point de vue rectorat de Paris, mais aussi du point de vue de l'ARS, que l'avenir est plutôt vers l'externalisation. Donc, en lieu et place du développement d'une scolarité en intra, ce que nous essayons de faire et ce que nous soutenons, et là pour les opérations de prochaine carte scolaire, c'est peut-être que nous parviendrons à soutenir à nouveau, c'est le développement de ces unités d'enseignement externalisées avec des professeurs spécialisés qui, au lieu d'intervenir en intra des institutions, pourraient exercer au sein d'établissements scolaires. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Mais vous avez raison, madame, en soulignant que le temps d'enseignement en intra au sein des IME est encore trop insuffisant. Alors, j'essaye de reprendre la question de Madame Nancy Copold. Alors, donc, qui travaille apparemment à l'IEM de Garches en collaboration avec l'EREA Jean Monnet, qui travaille avec des jeunes avec du TSA. Pouvons-nous faire appel à ces dispositifs? Je crois qu'à ce moment-là, on parlait des unités d'enseignement. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ce que je disais, toute famille peut nous envoyer une demande via le formulaire CERFA ou via un GEVASCO, ou les deux, c'est encore mieux, et évoquer les besoins, les attentes qu'ils ont. Et à ce moment-là, si on pense qu'ils relèvent d'un dispositif particulier, on le proposera ou on prendra contact pour voir si c'est faisable, puisque là, Garches et Jean Monnet, je sais que c'est hors Paris, donc c'est peut-être une situation un peu à organiser plus particulièrement. Et donc à ce moment-là, bien sûr, tout est, c'est ce que je disais, tout est faisable, chaque parcours est évalué de manière très individuelle. Quel est le rôle des CESAD? Donc, les CESAD, ça va être des structures, effectivement, on a beaucoup parlé des IME, mais peu des CESAD, des structures d'accompagnement. Donc, le D, c'est pour à domicile. Clairement, on n'en a pas beaucoup qui font du domicile, même si de plus en plus, c'est beaucoup de l'accompagnement à l'école. Donc, ça va être une structure qui permet des prises en charge plus globales, avec en général des professionnels comme des orthophonistes, des ergothérapeutes. Alors je sais qu'eux aussi ont des problèmes de personnel, donc malheureusement, ils n'ont pas tous des personnels requis pour les prises en charge globales, mais c'est vraiment l'objectif, c'est que l'enfant puisse être suivi par cette structure, que ce soit sur son lieu de vie, sur son lieu de scolarisation, et éventuellement sur le lieu du CESAD, et de manière globale pour éviter à certaines familles
famille de devoir chercher des professionnels en libéral et de faire le tour de Paris pour trouver des rendez-vous. Comment peut-on faire pour augmenter les interventions AESH au sein des établissements, car il existe des élèves ayant des TSA sévères qui se retrouvent sans solution? Bon, ça, voilà, le rectorat est vraiment très mobilisé. Voilà, je le sais, il y a des commissions régulières de recrutement. Voilà, mais c'est aussi pas anodin de recruter une AESH. Il faut aussi que ce soit le bon profil, la bonne personne. Donc, voilà, ils sélectionnent et malheureusement, il n'y a pas tant que ça de candidats et de candidats qui sont finalement validés. Donc, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent pour affecter le plus d'AESH possible, mais le manque de personnel finalement fait aussi qu'il n'y arrive pas toujours. Alors, mon fils a une notification Ulysse jusqu'à 2027, mais je ne sais pas quoi faire pour le collège. Alors là, pareil, envoi d'un GEVASCO et l'équipe pluridisciplinaire va réfléchir en amont à quelle proposition faire. Mais là, pareil, l'enseignant référent et l'équipe éducative et les soignants en ESS doivent pouvoir en discuter tous ensemble autour de la table. Alors, il y a beaucoup de situations un peu particulières. Comme on a un peu de temps, voilà, on va essayer de reprendre un peu. Pour un jeune de 14 ans présentant des TSA, ayant un accès à la lecture et à l'écriture, ne bénéficiant pas d'un IME, pour lequel l'IA ne répond pas aux sollicitations. Alors, je ne sais pas qui est l'IA, puisqu'il pourrait aussi d'une intégration adaptée en milieu ordinaire. Voilà, je suis désolée, c'est un peu particulier, donc je répondrai peut-être sur peut-être la FAQ. Mais voilà, on parle de passerelle. De toute façon, là c'est pareil, notamment grâce aux évolutions suite à la Conférence nationale du handicap, tous les élèves ont un numéro INE, ce qui est censé quand même simplifier et fluidifier les parcours, puisque donc du coup, les élèves qui sont scolarisés dans le médico-social ont tout à fait la possibilité, comme ils l'avaient avant, mais administrativement ça pouvait être complexe, là, de rejoindre le milieu ordinaire en pouvant s'inscrire grâce à ce numéro INE, puisque je voyais une autre question sur le fait de rejoindre un CAP ou un EREA après une scolarisation en établissement médico-social. Ça s'est déjà produit, on a déjà accompagné des parcours comme ça. Voilà, vraiment, le but c'est de fluidifier les parcours. Quand on est dans un dispositif ou dans une case, le but n'est pas forcément d'y rester. Heureusement, il y a des élèves qui évoluent et qui évoluent bien, et donc faut pas hésiter à revoir le parcours. Et nous, c'est ce qu'on fait vraiment tous les jours. On revoit chaque situation. Alors, vous avez bien compris, on en a beaucoup, donc on ne peut pas revoir chaque situation, mais en tout cas, quand on reçoit un GEVASCO, on évalue s'il y a d'autres réponses plus adaptées qui peuvent être proposées. Donc, tout est possible. Après, je vous dis pas que rien n'est impossible quand même, parce qu'il faut rester dans le cadre, mais c'est vraiment l'objectif, tout en tenant compte aussi. J'ai vu passer un petit mot là sur des familles qui voudraient refuser l'orientation médico-sociale. Ça reste l'autodétermination des familles. On essaye des fois de convaincre les familles que ça peut être la solution adaptée, mais on entend que certaines familles ne sont pas prêtes à aller vers le médico-social, puisqu'on l'a dit, c'est pas, voilà, les conditions des fois ne sont pas forcément idéales, et donc pour elles, toutes les conditions ne sont pas réunies pour une bonne scolarisation de leur enfant, et ça, du coup, on en tient compte et on essaye, pareil, de construire un parcours qui peut représenter un compromis dans le sens toujours des besoins de l'enfant. On essaye de balayer le chat. On y a répondu. Bon, on remonte. J'ai vu qu'il y avait des questions en début de webinaire sur les GEVASCO. Alors, les GEVASCO, c'est pareil. Donc, ils sont effectivement remplis par l'enseignant référent. Après, si vous voulez compléter ce GEVASCO, tous les documents sont les bienvenus pour étayer ce qu'il y a dans ce GEVASCO. Par exemple, les bilans des professionnels qui suivent l'enfant.
vraiment, nous, ça nous apporte des éléments précieux. Et on demande parfois aussi des bilans d'enseignants quand on n'a pas assez d'éléments dans le GEVASCO. Et les familles peuvent tout à fait faire des courriers à côté si jamais il peut y avoir des fois des visions différentes des choses. Voilà, on lit aussi les courriers accompagnant chaque GEVASCO. Alors, sur quels critères se basent les RZ pour affecter les AESH? Alors, nous allons préciser que ce ne sont pas les RZ qui affectent les AESH. Les AESH dans le premier degré sont affectés par les inspecteurs de circonscription, qui sont chefs de PIAL. Et ce sont eux, en fonction de ce qu'ils estiment être prioritaire, qui vont affecter les AESH. Donc, la priorité, d'abord, est toujours accordée aux enfants qui ont besoin d'un accompagnement individuel. Donc, on va commencer par attribuer les AESH individuels et ensuite les AESH mutualisés. Dans le second degré, donc dans les collèges et lycées, là, ce sont les chefs d'établissement qui ont cette attribution. Mais en aucun cas, ce ne sont les enseignants référents qui ont la responsabilité d'affecter les AESH. Pour le jeune scolarisé 1 heure par jour, alors évidemment, vous posez la question de savoir si c'est réglementaire ou non. Non, ça n'est pas réglementaire. Le droit à la scolarité est intangible. Ça veut dire que tout enfant a droit à une scolarité, j'ai envie de vous dire, à temps plein. Dès lors que le handicap est avéré et qu'il y a un PPS, effectivement, on peut proposer un aménagement de la scolarité, et dans ces aménagements de scolarité, Lauriane vous le disait tout à l'heure, il y a l'aménagement du temps de scolarité pour un jeune qu'on va estimer fatigable, qui a besoin de soins. Imposer 1 heure par jour, là, je crois que vous le dites dans votre question, il y a un problème dès lors que l'heure par jour est imposée. On peut se poser la question du sens que ça revêt. Donc effectivement, là, il y a peut-être une remobilisation de l'équipe éducative, peut-être des soutiens à demander. Je vous rappelle qu'à Paris, si vous êtes parisienne, madame, il y a un service de l'école inclusive. Vous pouvez interpeller le service de l'école inclusive qui peut aussi intervenir en appui aux équipes, faire valoir peut-être l'intérêt qu'il y aurait à soutenir un peu plus qu'1 heure par jour la scolarisation. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas, je vous le dis, au service de l'école inclusive, non plus le pouvoir de nous opposer à un chef d'établissement ou à une équipe pédagogique, mais en revanche, on peut peut-être appuyer une réflexion pour faire en sorte qu'un compromis puisse être trouvé. Oui, je voulais revenir aussi, madame, qui parle. Alors, les notifications sont bien nationales, donc c'est pareil. Quand la MDPH de Paris notifie un droit, ce droit est valable sur la France entière. Donc, quand il y a un déménagement, etc., les notifications restent valables. Et pareil, quand il y a une recherche de structure médico-sociale, ça peut être à Paris, mais ça peut être en Île-de-France. C'est pas toujours très pratique, mais pour les gens qui habitent à côté, on peut étendre la recherche au niveau national. Après, il y a toujours le problème de chaque département est un peu en souffrance de place, donc c'est difficile de faire admettre un Parisien ailleurs, mais il y a des fois des ententes. Donc, ne pas hésiter à chercher ailleurs, sachant que maintenant, il y a un nouvel outil qui s'appelle Via Trajectoire pour le suivi des orientations en structure médico-sociale. Chaque famille a un accès à cet outil pour suivre ses demandes auprès de chaque établissement et éventuellement étendre les recherches, parce que la MDPH de Paris préconise un certain nombre d'établissements, mais chaque travailleur social ou famille peut étendre et s'autosaisir de nouveaux établissements. Autre question, est-ce qu'un SAPAD est possible pour un enfant autiste? Ma réponse est malheureusement non. Le SAPAD s'adresse, comme je vous le disais tout à l'heure, aux enfants malades pour une maladie chronique. Et là, si la maladie dure 1 mois, 3 mois, 2 ans, nous mettrons en place le SAPAD pendant 1 mois, 2 mois, 3 ans. En revanche, pour les questions de souffrance psychique, là, l'APAD est contingenté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner par l'APAD plus de 3 mois. Donc là, vous voyez bien que dans la situation d'un enfant avec un TSA qui ne pourrait pas être scolarisé, cet accompagnement n'aurait pas de sens. Il y a d'autres dispositifs qui existent dans ces conditions pour pouvoir accompagner l'enfant, notamment une
structure financée par l'Académie de Paris qui s'appelle Votre école chez vous. Mais là, encore une fois, on peut mettre à cet accompagnement Votre école chez vous pour un enfant avec un TSA dès lors que l'apprentissage est possible. C'est-à-dire que l'enfant trop éloigné des apprentissages n'y trouverait pas non plus son compte. Et je suis désolée, tout revient parce que j'ai vu des messages pendant le discours de mes collègues. Donc, oui, quelqu'un parlait de recours. Bien sûr, si la décision notifiée par la CDAPH ne convient pas, vous avez la possibilité de faire un recours administratif préalable obligatoire dans les 2 mois de réception de la notification, parce que des fois, on peut être passé à côté d'éléments. Donc, par contre, quand vous faites un recours, très important, donnez des éléments complémentaires, parce que si vous contestez juste la décision sans nous dire pourquoi et rajouter des éléments, il y a quand même de grosses chances qu'on reste sur notre décision initiale. Mais voilà, ne pas hésiter à apporter des nouveaux éléments qui pourraient faire changer la décision. Voilà, donc dans les 2 mois qui suivent, auprès de la MDPH avant éventuellement un recours contentieux auprès du tribunal, mais que personne ne souhaite. Je vous ai mis aussi dans le PowerPoint donc des petites slides sur la MDPH, donc des accès au prochain webinaire, à la foire aux questions, donc les informations essentielles sur l'accueil qui a changé puisque maintenant nous accueillons sur rendez-vous les mardis et les mercredis, on reste fermé le jeudi et sans rendez-vous les lundis et vendredis avec, attention, 1 heure de fermeture entre 12h et 13h. Ça aussi, c'est nouveau. Voilà, et les différentes permanences possibles. Voilà. Écoutez, il est 10h57. Je crois qu'on est pas mal. Pourriez-vous remettre la slide sur les critères pour que la notion de MDPH, de handicap soit reconnue? Alors, vous avez le PowerPoint. Normalement, mes collègues ont remis le lien régulièrement. Donc, vous l'avez dans le PowerPoint. Voilà. Et sinon, normalement, ce webinaire est enregistré. Donc, vous devriez pouvoir récupérer les informations. Il ne me reste plus qu'à remercier mes 2 collègues d'avoir été là à 9h avec autant d'énergie. Et on vous remercie pour votre attention. Et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.